Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Dans notre série sur les critères qui permettent de reconnaître si un matériel est réellement Montessori ou non, nous avons parlé hier de la taille qui doit être adaptée à l'enfant et nous allons maintenant aborder le deuxième critère, l'isolation de la difficulté. C'est peut-être d'ailleurs la principale particularité de ce matériel Montessori. On le reconnaît au fait qu'il isole et qu'il met en valeur la difficulté. Parmi les exemples les plus connus, je voudrais vous parler de la fameuse tour rose. Vous la connaissez, elle est emblématique de la pédagogie Montessori. Et c'est un parfait exemple d'isolation de la difficulté. Parce que vous avez probablement déjà vu, un peu partout ailleurs, des tours avec des cubes de toutes les couleurs, ou même avec des petits dessins dessus. D'ailleurs, souvent, c'est plein de charme, c'est souvent quelque chose qui est attirant, et vous avez peut-être été tenté, d'ailleurs, d'offrir ça à votre enfant ou à un enfant de votre entourage. Vous vous êtes peut-être dit que c'était beaucoup plus joli, beaucoup plus attrayant, attirant pour un enfant que cette tour Montessori qui est un petit peu ennuyeuse. Et puis ce rose, franchement, c'est pas forcément ce qu'on aurait envie de mettre dans la chambre de notre enfant. Il y en a qui l'apprécient, moi je trouve pas que ce soit un rose extraordinairement esthétique. Mais l'intérêt de cette tour, c'est que justement, tous les cubes sont de la même couleur. Et je sais que ça peut vous paraître étonnant. Mais tout ce qui varie d'un cube à l'autre, c'est sa taille, la longueur de son côté. Du coup, l'enfant n'a pas d'autres critères, il n'a pas d'autres éléments pour former son jugement que la taille des cubes. Alors, avec la taille des cubes, il y a la différence de volume et la différence de poids, mais tout ça va ensemble, c'est complètement lié. Et avec les autres tours, les tours qui ont des cubes de différentes couleurs ou avec des dessins, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience. Vous êtes en train de ranger la tour parce que votre enfant l'a laissée en blanc, comme toujours, et puis, très vite, vous finissez par retenir la séquence de couleurs dont vous avez besoin pour ranger la tour, plutôt que de réfléchir et de vous concentrer sur la taille des cubes. Et d'ailleurs, souvent, il n'y a que 3 couleurs, par exemple, et ça fonctionne de manière séquentielle. Vous avez un cube jaune, un cube rouge, un cube bleu, puis à nouveau un cube jaune, un cube rouge, un cube bleu, etc. Et ça m'est souvent arrivé en rangeant des jouets d'enfants, que ce soit à la maison, dans des gîtes ou dans des ludothèques. Je ne regardais même plus la taille des cubes, parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de retenir la séquence jaune, rouge, bleu, que d'essayer de discriminer visuellement entre des cubes qui étaient de taille relativement proche. Le problème, c'est que du coup, on ne fait pas travailler notre cerveau sur cet aspect de la dimension des cubes. Alors que la tour rose a justement pour objectif de faire travailler la reconnaissance, l'estimation, l'évaluation visuelle de la taille des choses. Par ailleurs, on le sait souvent moins, mais la tour rose permet aussi de travailler la numération. Alors ça, on y reviendra dans une capsule ultérieure de cette petite série sur comment reconnaître du matériel Montessori. Un autre matériel qui illustre parfaitement ce principe de l'isolation de la difficulté, c'est la boîte des couleurs Montessori. Elle est constituée de petites tablettes, idéalement en bois, parfois en plastique, qui sont toutes rigoureusement identiques, à l'exception de la couleur. Donc l'enfant ne se concentre pas sur la sensation tactile ou alors sur la taille des tablettes, mais uniquement sur leur couleur. Et si vous mélangez des variations de couleurs et de taille sur un exercice comme une boîte des couleurs, une tour de cubes empilés, etc., l'enfant va être perturbé. Il va se mettre à mélanger les choses. Et c'est dommage parce qu'on cherche justement à créer dans son cerveau des connexions qui sont importantes pour l'avenir. Il va s'imaginer que le rouge est plus grand que le bleu. Il va faire des liens qui sont bizarres entre les choses. Un autre exemple de matériel qui cette fois-ci, qui pour le coup n'est pas un matériel Montessori, c'est le fameux escalier composé de
16 cylindres de couleur. Alors vous l'avez probablement vu un peu partout, peut-être que vous en avez un chez vous. Il ne s'agit pas d'un matériel Montessori, même s'il est en bois et même s'il a de jolies couleurs. Donc vous le voyez, peut-être ce sont 16 cylindres disposés en carré qui vont dans un sens du plus petit au plus grand et dans l'autre sens, ils sont classés par couleur, vert, jaune, rouge et bleu. Et ce n'est pas un matériel Montessori justement parce qu'il mélange deux difficultés. La première difficulté, c'est le tri suivant la couleur, et la deuxième, c'est la gradation de taille. Et pour être honnête, même si je sais, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils appréciaient ce matériel, et que je sais bien que certains enfants l'utilisent avec bonheur, en ce qui nous concerne à la maison, il n'a jamais eu beaucoup de succès. Nous l'avons depuis notre premier enfant, et il n'a quasiment jamais servi. En fait, je ne le garde plus maintenant que pour mes formations, justement pour proposer un exemple de matériel qui ne soit pas Montessori. Parce que très honnêtement, chaque fois que je l'ai mis sur nos étagères, tout ce qui se passait, c'était que les enfants le renversaient, mettaient les cylindres un peu partout, et en général en perdaient un. Alors on finissait souvent par le retrouver, et au final on en a quand même définitivement perdu un. Et dans tous les cas, les enfants n'accrochaient pas vraiment. Pourquoi ? C'est très simple. Lorsque je le présentais aux enfants pour la première fois, généralement, ils étaient trop jeunes. C'est un matériel qui semble relativement simple et on a envie, comme j'ai eu envie moi-même, de le présenter à un enfant d'à peu près 2 ans. Et le problème, c'est qu'avec ces deux difficultés, de faire une gradation de taille et de trier par couleur, ça devient un travail trop compliqué. Et lorsqu'on essaie de le représenter plus tard, ce matériel, eh bien souvent ils ont d'autres choses à leur disposition qui sont plus attirantes parce qu'elles correspondent mieux à leur niveau de réflexion et à leurs besoins du moment. Donc surtout, ne vous sentez pas gêné si vous souhaitez offrir ce jouet à votre enfant ou à un enfant de votre entourage. Je sais qu'il est très apprécié dans d'autres familles, mais ce n'est pas du matériel Montessori. On a le droit d'avoir chez soi autre chose que du matériel Montessori, mais je voudrais simplement vous éviter de tomber dans le panneau par rapport à du marketing autour de la pédagogie Montessori. Et j'en arrive à un autre exemple un peu décevant. Il s'agit d'une boîte à encastrement que l'on trouvait il y a quelques années, alors désolée, je vais cafeter, chez Oxybul. Vous allez voir pourquoi j'ose cafeter, donner leur nom, alors que je n'aime pas du tout taper sur les gens. L'intérêt de cette boîte, c'était qu'elle combinait plusieurs encastrements à la fois, puisqu'il y avait un couvercle pour y encastrer un cube, un autre couvercle pour y encastrer un cylindre ou une boule, un autre pour un jeton, et enfin un quatrième couvercle pour un prisme à section triangulaire. Alors évidemment, c'était très intéressant pour gagner de la place sur ces étagères. Et si vous utilisez une boîte similaire, ce que je vous conseille, c'est de fixer le couvercle du dessus avec du scotch pour faire travailler à l'enfant un seul volume à la fois. Parce que l'inconvénient, c'est que les couvercles se retirent assez facilement et ça devient le jeu de l'enfant d'enlever le couvercle et de le remettre. Donc, de ce côté-là, avec ces couvercles interchangeables, c'était extrêmement bien fait et ça évitait d'avoir 4 boîtes différentes. À chaque fois, il suffisait de changer le couvercle au fur et à mesure que l'enfant s'améliorait et découvrait une nouvelle forme et un nouveau niveau de difficulté. Le problème, c'était le tiroir. Tant qu'on travaillait sans tiroir, ce qui est d'ailleurs très bien au départ, parce que ça permet de bien intégrer le fait que l'objet existe toujours une fois qu'il a traversé la boîte. C'est la notion de permanence de l'objet. On voit l'objet au-dessus du couvercle et on le voit tomber en dessous du couvercle. Tant qu'on travaillait sans tiroir, aucun problème. Mais dès qu'on rajoutait le tiroir, ce matériel avait à mon sens un gros défaut. Lorsque l'enfant essayait de le remettre, le tiroir se bloquait et n'allait pas jusqu'au bout. On était obligé de le remonter un petit peu pour pouvoir l'enfoncer correctement. Et ça, un enfant d'1 an et demi à 2 ans n'était pas capable de le faire. Donc il se retrouvait bloqué par cette bête difficulté du tiroir, alors qu'il était tout à fait capable de faire les encastrements. Oxybul a d'ailleurs modifié son système, c'est pour ça que je me permets de donner leur nom, ils ont appris de leurs erreurs, et ils ont remplacé le tiroir par une porte qui s'ouvre sur le devant et qui est beaucoup plus facile d'utilisation. On trouve d'ailleurs un modèle
similaire, toujours avec cette porte sur le devant et un système de couvercle interchangeable, chez Nature et Découverte. Chez eux, les couvercles tiennent d'ailleurs mieux sur ce deuxième modèle de Nature et Découverte parce que le couvercle est glissé dans des fentes et non pas juste posé sur le dessus. Donc voilà, vous avez découvert le deuxième critère qui vous permet de reconnaître du matériel Montessori. Il faut que ce soit un matériel qui isole et qui mette en valeur une seule difficulté à la fois. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode de cette série sur comment reconnaître du matériel Montessori. Le prochain critère, ce sera un matériel concret. À demain, votre petite sourisette, Anne-Laure.